bonsoir à tous. Ce webinaire est dédié à l'arthrose de la main qui, comme vous allez le voir, n'est pas une fatalité. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, on n'a pas mis les masques parce que le docteur Cohen et moi-même sommes vaccinés, donc ne vous inquiétez pas pour notre situation quant au Covid. Donc l'arthrose, c'est quelque chose de très fréquent, c'est un vrai enjeu de santé publique puisque ça concerne 17% de la population et en augmentation avec le vieillissement de la population. C'est quand même la première cause d'incapacité fonctionnelle des gens de plus de 40 ans et la deuxième cause d'invalidité en France. C'est aussi un coût qui n'est pas négligeable pour la collectivité. Alors, il y a une association qui s'appelle l'AFLAR, dirigée par un rhumatologue de Grenoblois, qui a lancé une étude avec l'organisation Stop Arthrose il y a quelques années. Et comme vous le voyez, l'arthrose de la main est très fortement représentée dans la population générale, juste après l'arthrose du genou et bien plus fréquente que l'arthrose de la hanche. Alors, en ce qui concerne les mains, ça touche plus souvent les femmes que les hommes, avec une prédominance aux interphalangiennes distales, qui ne sont pas forcément les plus douloureuses, mais on verra tout à l'heure, problème d'esthétique, problème de fonction, et puis ça touche évidemment les interphalangiennes proximales et l'articulation trapézo-métacarpienne de manière assez fréquente à la base du pouce. Alors, quels sont les facteurs? Très rapidement, l'obésité est connue comme un facteur non négligeable pour l'arthrose des membres inférieurs, mais également pour le membre supérieur, avec un risque augmenté et s'il y a une obésité. Et puis, la génétique, c'est connu, voilà, on va passer vite, mais il y a des familles où il y a plein d'arthroses de génération en génération. Bien sûr que les facteurs occupationnels ont un impact sur cette arthrose. Et le sport, qui est souvent reconnu comme un facteur producteur d'arthrose, ne va l'être finalement que s'il y a un certain nombre de facteurs associés. C'est-à-dire que si on a un sport de loisir et qu'on n'a pas d'hyperlaxité et qu'on ne fait pas de la compétition à un très jeune âge, le risque reste quand même très limité. Bien entendu, le sport, il y a le sport de compétition et le sport à haut niveau, et puis il y a les traumatismes, qui ne sont d'ailleurs pas tous sportifs, qui peuvent être vecteurs de ces arthroses. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette enquête Stop Arthrose, 68% des gens interrogés avec plus de 65 ans ont une arthrose de la main et du membre supérieur, et que sur tous les gens qui ont été interrogés, beaucoup avaient été pris en charge, mais 2% d'entre eux seulement se sentent soignés, soulagés. Et vous voyez ce petit schéma qui n'est pas clair, j'en suis désolé, mais je n'ai pas pu avoir l'original. Ce qu'on peut retenir sur la ligne du haut, c'est que 98% des gens estiment être mal pris en charge concernant le soulagement des douleurs. Alors, on entend trop souvent dans nos consultations dire « Ah, mais on m'a dit que c'était l'âge et qu'il n'y avait rien à faire ». Ça, c'est totalement faux. C'est les gens qui disent ça, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'on peut faire. Il n'y a pas que la chirurgie. Nous, on va vous parler de chirurgie aujourd'hui, mais on va essayer, dans un premier temps, de parler des possibilités. Bien entendu, on peut utiliser des orthèses, qu'elles soient princières ou non. Les thermoformées sont souvent idéales. Et puis, les traitements médicaux, on les connaît tous. Mais c'est vrai qu'en allopathie, on n'est pas très bon parce que les antalgiques et les anti-inflammatoires ne vont jamais guérir une arthrose. Ça va soulager le patient et les gens ne peuvent pas en prendre à long terme. Les protecteurs du cartilage peuvent avoir un bon effet. On est parfois surpris de l'effet obtenu avec ces médicaments sans avoir toujours une preuve scientifique d'efficacité. Mais enfin, si ça fonctionne, ce n'est pas la peine que les gens changent de traitement. Ça peut en effet être utile. Et puis, les soins locaux sont bien connus. Personnellement, je n'utilise plus les infiltrations depuis des publications en 2017 dans le JAMA sur le genou, où on montre que certes, la cortisone permet de diminuer l'inflammation et donc la douleur, mais accélère la chondrolyse, c'est-à-dire la dégradation cartilagineuse. Ça a été publié dans le genou. Mais on peut l'utiliser, bien entendu, c'est un produit très largement utilisé. On peut utiliser des soins locaux, des patchs. Le plasma riche en plaquettes est très décrié, très discuté en tout cas. S'il a fait la preuve de son efficacité dans les tendinopathies, dans les articulations à un stade précoce, ça peut être très intéressant. J'ai une série d'un peu plus de 300 patients que je vais essayer de publier cette année sur les stades précoces de l'arthrose. Et puis, il ne faut pas oublier l'épigénétique, qui a quand même valu pour ses travaux à Elizabeth Blackburn d'être prix Nobel de médecine en 2009, où elle nous apprend que l'environnement dans lequel on vit, la manière dont on mange, ce que l'on fait, peut influencer favorablement ou défavorablement un certain nombre de pathologies, dont l'arthrose. Donc, il ne faut pas négliger ces outils complémentaires, et c'est ce que l'OMS a décrit comme la médecine intégrative, l'association de la médecine allopathique et des médecines complémentaires pour soulager les patients. Évidemment, si ces traitements ne fonctionnent pas, et ça représente pour moi 20% des patients qui viennent à ma consultation, 80% sont soulagés avec des traitements non chirurgicaux,
20% d'entre eux donc gardent des douleurs importantes. La destruction articulaire, a fortiori si elle est importante, ne va pas permettre une efficacité du traitement médical. Et c'est là où on va discuter de la chirurgie. Alors, c'est vrai que c'est très mal connu, mais récemment, dans le classement du point, les journalistes sont venus me voir à la clinique Arago, découvrant qu'il pouvait exister des prothèses miniatures pour l'arthrose de la main. C'était rigolo dans le temple de la hanche français de voir ces petites prothèses posées. Donc, j'espère qu'on va bientôt avoir la conscience de ce que l'on peut faire sur ces arthropathies. Gilles? Alors, merci Christian. On va donc passer maintenant à la deuxième partie du sujet qui consiste à l'intervention chirurgicale en tant que telle. Pour petit rappel, la rhizarthrose, c'est une pathologie de diagnostic relativement facile. Ce sont des gens qui se présentent en consultation, des gens plutôt jeunes. C'est pas non plus, il ne faut pas penser que c'est une pathologie qui touche les personnes de plus de 70-80 ans. C'est vraiment une pathologie qui commence dès 45-50 ans, 55 ans, et qui viennent pour des douleurs du pouce liées à une destruction du cartilage, comme nous l'a bien exposé Christian, et avec un retentissement dans les gestes simples et usuels de la vie quotidienne. C'est les gens qui viennent en nous disant qu'ils n'arrivent plus à se boutonner une chemise, ils n'arrivent plus à ouvrir les clés d'une porte de chez eux ou à faire des activités assez classiques de la vie quotidienne. Un tout petit mot de physiopathologie pour essayer de comprendre pourquoi cette arthrose elle arrive à ce niveau-là. Il faut savoir que l'articulation trapézo-métacarpienne, elle va être en fait exposée à des contraintes qui sont divergentes. Il y aura une espèce de contrainte axiale, comme vous le voyez ici, lorsque vous prenez un objet, et va s'associer à cette contrainte axiale d'autres contraintes liées au positionnement de muscles. D'un côté, on a l'adducteur du pouce qui va avoir tendance à entraîner une subluxation de l'articulation trapézo-métacarpienne, et d'autre part, on aura ici l'adducteur du pouce qui va avoir tendance à entraîner une fermeture de la première commissure. Cela va entraîner une hyperextension compensatoire de la métacarpophalangienne et qui va aboutir à cette fameuse déformation en Z que l'on remarque très souvent chez les patients atteints de rhizarthrose. Alors, lorsque l'on parle de traitement chirurgical, il y a deux véritables grandes écoles qui vont s'opposer. On a l'intervention classique que tout le monde connaît qui s'appelle la trapézectomie, qui est une intervention assez séculaire et qui consiste à retirer le trapèze pour retirer le conflit entre le trapèze et le métacarpien. Le problème, c'est que l'on crée un espace virtuel entre le métacarpien et le scaphoïde et que le premier métacarpien va avoir tendance à essayer de se raccourcir pour justement diminuer cet espace-là. Alors, des dizaines et des dizaines de ligamentoplasties dites de suspension ont été décrites pour justement éviter ce raccourcissement du pouce qui fait perdre de la force et qui crée un nouveau conflit. Mais aucune n'a permis de montrer sa supériorité par rapport à une autre, mais surtout toutes nécessitent une immobilisation assez longue, assez contrariante, avec des suites qui vont être longues également, et des résultats qui vont souvent être assez pauvres et assez aléatoires. C'est pour ça que nous préférons désormais la mise en place de prothèses trapézo-métacarpiennes, qui est devenue dans notre pratique le gold standard dans ce type de pathologie. Gold standard, pourquoi? Parce que les suites sont simples, elles sont assez rapides et surtout les résultats sont fiables, non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Avant de vous parler exactement de la technique opératoire de cette prothèse, je vous fais juste un tout petit rappel anatomique. L'articulation trapézo-métacarpienne elle a cette particularité d'être une articulation en double selle. Je vous le montre un petit peu mieux sur cette diapositive, où on a l'impression de voir deux selles, l'une en face de l'autre et orthogonales, qui s'emboîtent bien, et ce qui apporte une forme de stabilité et aussi une espèce une grande amplitude de mouvement. Et cette double selle articulaire va être remplacée lors de la mise en place d'une prothèse par ce qu'on appelle une énarthrose, c'est-à-dire une articulation qui va être sphérique, qui est une surface mobile et qui est très circulaire et qui va permettre justement des amplitudes assez amples dans l'ensemble de l'espace, enfin dans tous les plans de l'espace, excusez-moi. Alors cette intervention se fait en chirurgie ambulatoire par une anesthésie qui est soit tronculaire ou locorégionale, soit sous-valente, c'est-à-dire que le patient peut en même temps de la chirurgie bouger son pouce pour pouvoir nous aider à bien équilibrer en fait les différentes sutures capsulaires. Et l'intervention va consister dans un premier temps à aller recouper le premier métacarpien pour retirer l'arthrose du métacarpien. On utilise une petite scie pour cela. Et ensuite, comme vous allez pouvoir le constater, on va pouvoir préparer le fût métacarpien. Ça se fait par ce qu'on appelle des râpes.
Vous allez voir, on va tunneliser en fait à l'intérieur du métacarpien, ce qui va permettre d'implanter ensuite une prothèse bien adaptée au sein du métacarpe. Une fois ce passage effectué, on va passer justement à la deuxième partie qui consiste à préparer le trapèze. Donc, comme je vous le disais, la préparation du trapèze, c'est la modification de cette selle en une énarthrose, c'est-à-dire en une articulation qui va être circulaire. Donc, on recrée une véritable nouvelle articulation circulaire au sein du trapèze, dans laquelle on va pouvoir implanter un implant trapézien plutôt, pardon. Et donc, une fois l'implant trapézien mis en place, une fois l'implant métacarpien mis en place, on va pouvoir les relier par une tête entre les deux. Nous avons pris en fait l'option de prendre des têtes à double mobilité, ce qui permet, comme vous pouvez le voir sur le schéma en dessous, de pouvoir bénéficier d'un axe de mobilité plus important, tout en assurant une stabilité, une meilleure stabilité de la prothèse. Alors, je vais empiéter 10 secondes sur le topo de Christian pour parler des résultats de cette prothèse trapézo-métacarpienne. Mais au préalable, comme je vous le disais auparavant, les suites, elles sont relativement simples. Simple, cela veut dire que moi, je n'immobilise pas les gens, je mets juste un pansement que les patients gardent quelques jours. Si j'arrive à passer, mais je n'y arrive pas. Voilà, quelques jours, qui est un pansement de confort. Je retire le pansement et les patients peuvent tout seuls automobiliser leur pouce. Il n'y a pas de rééducation, pas de kinésithérapie, et ils vont tout seuls pouvoir se rééduquer. En termes de résultats, c'est juste une diapositive, et justement, Christian va être un peu plus précis que moi sur ce sujet. Ce qui est important, et ce que je voulais vraiment montrer, c'est que ces implants, pourquoi ils ont révolutionné cette pratique, enfin la prise en charge de cette pathologie, parce que non seulement ils ont permis de soulager les patients de leurs douleurs, comme je vous le disais, c'était des douleurs qui étaient vraiment insupportables sur des gestes qui sont anodins de la vie quotidienne, ça leur permet de récupérer de la force, mais c'est surtout aussi, je trouve que ça permet de corriger les déformations qui sont relativement disgracieuses. Vous voyez cette patiente qui a été opérée de la main droite, elle avait une rhizarthrose bilatérale équivalente, et avec la mise en place de la prothèse, on a complètement corrigé cette déformation en Z qu'elle avait initialement, avec la mise en place d'une prothèse. Tout comme cette patiente-là, qui avait aussi, pareil, une rhizarthrose bilatérale. Vous voyez le côté gauche qui n'a pas été opéré avec cette fermeture de la première commissure. En comparaison au côté droit, c'était 3 mois après son intervention chirurgicale. Et vous voyez, les résultats à 3 mois sont déjà assez éloquents. Voilà. Merci Gilles. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Parce que c'est bien beau d'être content de faire de belles opérations, mais qu'est-ce que ça donne? D'abord, je vais revenir sur quelques opérations dont vous pouvez entendre parler, ou vous avez pu pouvoir voir. L'arthrodèse, c'est abandonné. Pourquoi? Parce que fixer la base du pouce, c'est supprimer tout ce qui permet au pouce de venir en face des doigts, et on ne le fait plus. La trapézectomie, je passe très vite, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. C'est une opération qui fonctionne bien et beaucoup de chirurgiens la font. Les résultats sont plutôt durables et quand c'est stable dans le temps, c'est pour la vie. Le problème, c'est quand ça va mal, c'est très difficile à récupérer. Et ce n'est pas si rare que ça, les trapézectomies qui vont mal. Et le principal problème, c'est qu'il n'y a pas de résistance à la compression, ou en tout cas, elle est limitée, et ça va entraîner un accourcissement du pouce. Ça peut gêner un petit peu la pince entre le pouce et les autres doigts. Et puis surtout, les suites opératoires n'ont rien à voir. C'est-à-dire que les patients ont 3 semaines d'immobilisation et parfois, ils ont des douleurs pendant 3, 4, 6 mois pour certains, ce qui est quand même extrêmement rare pour les prothèses trapézo-métacarpiennes. Personnellement, je n'ai pas fait une seule trapézectomie de première intention depuis 19 ans. Alors, certains ont proposé de faire les trapézectomies avec des implants d'interposition en silicone ou en pyrocarbone. Ça donne là aussi d'assez bons résultats. On peut avoir les problèmes de luxation d'implants. C'est une technique difficile et exigeante. Certains chirurgiens la font très bien. Moi, je n'ai jamais été très doué pour mettre ces implants, les Smarties en pyrocarbone. Et j'ai essayé, puis j'ai arrêté, mais ça reste une technique valable. Là aussi, on a cette problématique de l'immobilisation et des suites qui, en tout cas moi, dans l'expérience que j'en avais, étaient quand même très longues. D'autres ont proposé des équivalents de prothèses. C'est un spacer, ce n'est pas une mauvaise méthode non plus. Là aussi, je ne donne pas de résultats particuliers parce que je n'ai pas voulu rentrer dans les lignes bibliographiques lourdes, et il y a pas mal de biblios quand même. Les suites sont plus longues. Et pour nous, avec le Dr Cohen, c'est vrai que la rapidité de récupération pour les patients, c'est un facteur qui nous a fait choisir l'arthroplastie prothétique. Alors pourquoi c'est le gold standard? Tout simplement parce qu'on a à Monaco un congrès dédié
à la main, un congrès international de très haute qualité qui est dédié non pas à la main, pardon, mais au pouce, à la trapézo-métacarpienne, tous les 2 ans quand il n'y a pas de Covid. Et du coup, il y a quelques années, vous voyez, ça remonte déjà à 2011, on avait fait pas mal de comparaisons entre toutes les techniques possibles et imaginables pour cette chirurgie et nous en avions convenu que la prothèse trapézo-métacarpienne était le gold standard. Je vous rappelle simplement pourquoi certains disent, et parfois des gens qui n'ont aucune expérience, que les prothèses marchent mal. Tout simplement parce que les prothèses trapézo-métacarpiennes existent depuis les années 70 et que la première génération qui était des prothèses cimentées était super au début, mais ça ne tenait pas. C'est-à-dire qu'en quelques mois ou quelques années au mieux, elles se décellaient. Donc, certains ont inventé des prothèses dites de deuxième génération qui sont fixées sans ciment. On a tenu compte de l'expérience de la hanche pour faire ça. Une des prothèses, mais toute particulièrement précieuse, c'est la prothèse Isis, puisque j'étais un des concepteurs. Je ne l'utilise plus aujourd'hui, parce que celle que j'utilise me paraît mieux que celle-ci, dont j'étais concepteur. Mais on avait quand même réussi avec cette prothèse à résoudre quelques problèmes qui étaient les complications que l'on peut voir après ces prothèses. Les problèmes de ces prothèses dites de deuxième génération, c'est d'une part qu'elles peuvent se déboîter, d'autre part, donc la luxation, qu'elles peuvent migrer dans l'os, c'est-à-dire que l'implant pénètre dans l'os. Et vous voyez, la quatrième image, en partant de la gauche en bas, nous montre un implant qui est rentré parce qu'il est trop petit, en fait. Il n'est pas bien en contact de la partie épaisse de l'os qu'on appelle la corticale. Et puis le décèlement, qui est le vieillissement normal d'une prothèse. Sur la hanche, maintenant, on a tellement progressé que les prothèses sont considérées comme étant mises en place pour la vie, mais elles peuvent quand même se déceler. C'est la fixation osseuse en fait de l'os qui se défait petit à petit et la prothèse recommence à bouger. Donc c'est quand même les problèmes. Et là, juste 2 diapos que je ne vais pas détailler, c'est juste que pour que vous voyez que toutes ces prothèses de deuxième génération ont donné d'assez bons résultats, mais quand même un taux de complication qui n'est pas nul. Alors certaines sont meilleures que d'autres, mais plusieurs auteurs en tout cas sont revenus sur leurs expériences et il n'y a aujourd'hui pas de prothèse de deuxième génération qui soit parfaite. C'est pour ça qu'on a inventé ces prothèses de troisième génération. Aujourd'hui, quand on a une tige de métacarpienne qui est bien adaptée, comme vous le voyez sur la petite radio en bas à droite, au métacarpien, normalement, ça ne migre pas. Le plus difficile, c'est le trapèze. Et le trapèze, pour pas qu'il migre, il faut que la prothèse ait une certaine forme, qu'elle prenne une certaine place, mais pas trop, pas qu'elle soit trop grosse. Et il faut éviter ce qu'on appelle les effets CAM, c'est-à-dire quand la prothèse va au bout de sa capacité de mobilité, ça tire sur le petit implant trapézien qui est la zone fragile. Et c'est pour ça que les doubles mobilités nous paraissent une option intéressante dont on verra à l'avenir si on a effectivement une diminution de la durée de vie des implants, une augmentation de la durée de vie des implants et une diminution des décellements. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les suites sont extrêmement rapides. Comme vous le disait le docteur Cohen, on ne met pas de d'attelle. Moi, je mets une petite attelle pendant quelques jours pour que les patients puissent la mettre la nuit et quand ils veulent faire des efforts, mais je leur demande de la retirer, d'utiliser la main dans la vie quotidienne sans forcer pour la première partie, les 3 premières semaines. Puis ensuite, à partir de la 3e semaine, ils peuvent utiliser la main dans la vie quotidienne comme ils veulent. Les travaux de forge, je conseille de les faire qu'au bout de 5 à 6 semaines, temps nécessaire pour qu'il y ait une bonne fixation de la prothèse dans l'os, qu'on appelle l'ostéo-intégration. En tout cas, ça maintient la longueur du pouce, qui n'est pas négligeable dans les pinces Policy-Digital. Et je voulais juste vous rapporter une série, mon expérience dans ces prothèses de 453 implants avant aujourd'hui, parce que j'en ai encore mis 2 aujourd'hui. Et avec un recul, les patients sont suivis tous les ans pendant les 5 premières années, puis ensuite tous les 2-3 ans, on a quand même 96% de bons et très bons résultats, ce qui est équivalent à la prothèse de la hanche. Donc, quand on nous dit que ça ne marche pas, ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne savent pas les mettre ou alors qu'ils n'en ont jamais vu. Parce que le 96% de bons et très bons résultats avec un recul moyen de 8 ans, mais le recul les plus anciens de 19 ans, c'est quand même pas négligeable. Alors, il y a des problèmes, ce n'est pas parfait. Les allergiométaux, c'est très rare. Les luxations traumatiques, ça peut arriver. Quelqu'un qui tombe en trottinette et qui a une prothèse, s'il doit se luxer l'articulation et qu'il y a une prothèse dedans, la prothèse se luxe. On peut aussi avoir des fractures, ça n'empêche pas, ce n'est pas un os armé. Alors, il y a eu un cas d'une boutonnière du pouce, ça c'est une déformation d'un pouce qui était un peu en flexion. Ça, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi ça s'était produit. Ça reste quand même, heureusement, un seul cas sur toute la série. Et puis, des décellements sur les prothèses cimentées. Au tout début de mon expérience, je mettais des prothèses avec du ciment quand j'avais l'impression que l'os n'était pas très solide. Je pense que c'était une erreur. Et d'ailleurs, elle ne tenait pas longtemps. C'est pour ça qu'il a fallu en reprendre quelques-unes.
Souvent, ce qui donne un mauvais résultat, ce n'est pas la prothèse, c'est les articulations à côté qui se dégradent à leur tour. Et le patient recommence plutôt à avoir mal autour du pouce ou au niveau du poignet. Et parfois, on considère que le résultat de la prothèse n'est pas bon, alors que c'est le développement d'une autre arthrose. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire qu'on a une durée de vie de 15 à 20 ans de ces implants. Pourquoi? Parce qu'on a 15 à 20 ans de recul. Moi, je les suis, comme je vous dis, depuis 19 ans, tous les ans, les premières années, puis un peu à distance. Et peut-être que dans 10 ans, je dirai à mes patients qu'on a une durée de vie de 25 à 30 ans parce qu'on aura 10 ans de plus. C'est déjà pas mal. Pour terminer sur la trapézectomie et sur les aficionados de cette méthode, pourquoi amputer un os quand une articulation est malade? Et c'est vrai que les séries, qu'elles soient américaines, britanniques, européennes, françaises, montrent toutes, comme vous le voyez sur le petit schéma là-haut, que le bleu de la trapézectomie, ça marche un peu moins bien sur la mobilité, sur la force et sur le résultat global par rapport au jaune de la prothèse. Voilà, donc pour ce chapitre de la prothèse trapézo-métacarpienne, qui est probablement la prothèse que l'on pose le plus dans l'arthrose de la main, maintenant on va parler d'autres arthroses où les résultats, vous le verrez, sont un petit peu moins bons, même si aujourd'hui on a des choses qui sont en pleine évolution avec des résultats prometteurs sur des prothèses innovantes. Alors, quelles options? D'abord, sur les métacarpophalangiennes et les IPP, on a à peu près le même problème. Ce sont des articulations pour les métacarpophalangiennes qui représentent quand même 45% de la mobilité globale du doigt. Donc, on va essayer de ne pas les enraidir. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'éviter ce qu'on appelle les arthrodèses pour garder cette capacité à fléchir. Mais pour cela, il va falloir mettre en place des implants prothétiques. Et comme vous l'avez compris, Dr Cohen et moi sommes très favorables à ces arthroplasties innovantes. Les patients vont avoir des problèmes liés à la douleur, à la raideur, à la déformation, à la diminution de la force à cause de la raideur et de la douleur. Et puis parfois, ils ont aussi des demandes esthétiques. On n'a pas beaucoup d'implants possibles pour la métacarpophalangienne parce que c'est une arthrose finalement relativement rare. Et quand on les opère, on utilise soit des implants en pyrocarbone, soit des implants en silicone. Alors, c'est un résumé parce qu'on n'est pas dans un topo de chirurgie, c'est pour donner les grandes lignes de ce qu'on peut faire. Alors, comment ça se passe? Souvent sous anesthésie loco-régionale, avec une anesthésie par bloc plexique, c'est-à-dire qu'on endort le bras à la racine du membre. On met alors un garrot pneumatique et on va faire une ouverture dorsale à travers le tendon. Et puis, vous voyez, on utilise ce petit appareillage qu'on appelle l'ancillaire qui va nous permettre de couper l'os. Alors, vous voyez, c'est ludique, il y a des couleurs pour pas qu'on se trompe, de taille de prothèse et de petites trappes. Et après avoir coupé les os autour de l'articulation, on va utiliser ces petites trappes pour creuser l'os jusqu'à la taille qui nous paraît la bonne. Alors, moi, je m'installe, comme vous le voyez, là, l'image que vous avez sur la radio, c'est sur une prothèse du pouce, mais c'est pour montrer l'installation. Pendant l'opération, on fait des radios pour vérifier si on est en bonne position, si on a correctement mis la prothèse, qui est un facteur essentiel de bons résultats. Et donc, ensuite, on va mettre en place les implants définitifs. Et vous voyez, cet implant en pyrocarbone, ce qu'il donne. J'utilise aussi volontiers, et j'aime beaucoup ces prothèses en silicone. On a une société qui s'appelle Kerry Medical, je ne veux pas faire de pub pour eux, excusez-moi pour le nom, mais c'est une société qui ne fait que des prothèses pour la chirurgie de la main. Et c'est vrai qu'ils sont très à l'écoute de nos requêtes. Et ils ont développé un plan en silicone. Il y en a d'autres, hein, on en reparlera un petit peu plus loin. Et vous voyez, il y a des couleurs là aussi pour pas qu'on se trompe de taille. C'est le même principe, hein, on coupe l'os, on met des petites râpes spécifiques, on va regarder sur la râpe la taille et puis on va mettre cette petite prothèse qui n'est pas une vraie prothèse. En fait, c'est ce qu'on appelle un spacer, c'est-à-dire que ça maintient l'espace entre les os, mais elle n'est pas accrochée dans l'os comme on l'a vu tout à l'heure avec la trapézo-métacarpienne. Et de temps en temps, vous verrez comme sur la radio en haut, des petits morceaux de métal, on appelle ça des grommettes. C'est des petites bordures métalliques autour de la prothèse qui permettent de la protéger des arêtes osseuses qui peuvent abîmer la prothèse de temps en temps. Alors, après l'opération, certains mettent des attelles. Moi, je n'aime pas trop. Si on en met, il faut que ce soit assez court. Moi, je préfère mettre une syndactylie, comme vous le voyez en bas et à droite, de façon à ce que le patient puisse se rééduquer parce que ces prothèses, contrairement aux prothèses trapézo-métacarpiennes, ne donnent pas de très bons résultats, enfin en tout cas dans mon expérience. Si le patient travaille en autorééducation, il est vraiment essentiel qu'un physiothérapeute, qu'un kinésithérapeute nous aide à faire travailler les patients très, très vite. Alors,
sur l'articulation interphalangienne proximale, on a les mêmes problématiques que sur la métacarpophalangienne, avec parfois un aspect esthétique plus important à cause des déformations. Les arthrodèses, je vous ai dit, on ne le fait pas. Vous voyez cette pauvre dame qui a eu plusieurs arthrodèses après des prothèses en échec. Alors, heureusement pour moi, je ne suis pas l'auteur de cette chirurgie, mais le chirurgien qui l'a pris en charge est quelqu'un de très compétent. Et malheureusement, cette dame a eu tout un tas de soucis, d'instabilité, d'allergie aux métaux. Bref, ce n'était pas la bonne candidate pour ce type d'arthroplastie et elle a eu des arthrodèses. Et vous voyez, comme ses doigts sont raides, les pinces avec le pouce sont évidemment extrêmement difficiles, saisir des objets également. Donc, l'arthrodèse, non, c'est vraiment quand on ne sait pas quoi faire sur ces implants. Juste un petit rappel d'histoire qui est rigolo parce que Ambroise Paré, il y a très longtemps, avait déjà dans ses livres d'anatomie prévu des espèces de petites chignoles pour remplacer les articulations quand elles étaient abîmées. Et les premières prothèses IPP ont été développées au début du siècle dernier. Et vous voyez, plein de prothèses ont été inventées jusque dans la fin des années 60. Elles ont toutes échoué. Voilà, c'était des prothèses qui ne marchaient pas, comme la première génération des prothèses trapézo-métacarpiennes. Puis alors, est arrivé Swanson. Tiens, ben là, vous voyez les petits gromets dont je vous parlais, les petits morceaux métalliques pour protéger la prothèse. Swanson, il a révolutionné totalement la prothèse IPP, puisqu'il a inventé ces prothèses en silicone que l'on utilise toujours aujourd'hui. Alors, ce ne sont pas des vraies prothèses. Comme je vous l'ai dit, ça maintient l'espace entre les os. Elles ont des avantages et des inconvénients, on y reparlera, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elles peuvent permettre d'améliorer la fonction, même si elles ont la réputation avec le temps de s'enraidir. Elles ont un petit inconvénient, c'est leur stabilité latérale, mais quand on opère, il faut bien préserver les ligaments et puis ça va mieux. Alors, les chirurgiens qui ont vu le succès de Swanson se sont dit on va essayer de créer quand même des vraies prothèses. Et là, deuxième génération de prothèses, après Swanson, pareil, échec, ça n'a pas bien marché du tout. Les prothèses étaient efficientes au départ et puis très rapidement, elles se dessayaient, elles ne tenaient pas. Et même cette prothèse charnière qui a été abandonnée aujourd'hui était intéressante pour les instabilités digitales. C'est une prothèse que j'avais mis il y a très longtemps. Aujourd'hui, on ne les utilise plus du tout parce qu'elles se défont de l'os. Alors, il reste une prothèse charnière qui est encore sur le marché, je vous montrerai tout à l'heure, qui peut rendre un certain nombre de services quand il y a des grosses instabilités, par exemple. Mais on peut aussi la mettre en première intention. Tout ça dépend des habitudes et de l'expérience du chirurgien. Alors, quels implants restent-ils ? L'implant en pyrocarbone est très discuté parce qu'il y a quand même eu pas mal de bonnes publications au départ et puis des instabilités secondaires. Cette prothèse charnière que beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne savent pas utiliser et qui, à mon avis, doit faire partie du panel thérapeutique quand on a des grosses instabilités digitales. Et puis, cette prothèse de glissement modulaire qui est assez innovante, qui semble donner d'assez bons résultats. Et je vous disais tout à l'heure, cette prothèse en silicone qui, moi, me plaît bien compte tenu de sa forme, de la souplesse et qui a, elle aussi, ses indications. C'est pour ça que quand on est chirurgien et qu'on fait de la chirurgie de l'arthrose, il faut connaître un certain nombre, il faut avoir un certain nombre d'outils dans sa poche et utiliser celui qui va être le mieux adapté aux patients et en fonction de la situation articulaire. Donc, juste un tout petit mot de technique, parce qu'on n'est pas là pour aller dans le détail. Quand on utilise ces prothèses charnières, vous voyez, il y a un petit ancillaire avec des petites trappes qui nous permettent de mettre les petites vis, comme vous le voyez sur la rangée du bas, puis la prothèse qui s'insère entre les deux. Voilà une autre prothèse qui est, alors là, avec des petits schémas. Je vais essayer de vous arrêter le son. Là, à gauche, c'est au début de l'opération. Alors, vous voyez, le patient peut bouger. C'est la technique Wallante. Pourquoi on utilise cette technique ? Parce que pour bien mettre ces prothèses, ce n'est pas très facile. Il faut bien les mettre dans l'axe, il ne faut pas se tromper de longueur. Si vous la mettez trop longue, le patient est raide. Si vous la mettez trop courte, le doigt reste un peu fléchi. On appelle une boutonnière. Et donc, cette méthode qui nous vient du Canada, qui se fait avec une anesthésie locale pure, c'est un garrot chimique, nous permet de bien contrôler pendant les opérations la position de l'implant et de vérifier qu'on l'a mis correctement. Donc là, vous voyez, j'ai coupé la tête de l'os et puis, pardon, je reviens, on va utiliser les petites trappes pour voir quelle est la bonne taille. Et ensuite, on va glisser de cette manière-là l'implant dans la phalange. Alors voilà un implant mis en place en bas à gauche. Et
Vous voyez, le patient, il est de couleur, hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure, pour les tailles, on a des couleurs différentes pour ne pas se tromper. Et là, on voit que la fonction est complète, pas sur l'index, qui lui n'a pas été opéré, puisque le patient n'en souffrait pas. Il souffrait surtout du troisième doigt. Et là, la prothèse définitive, pardon pour le son, la prothèse définitive avec, vous voyez, cette extension complète, la flexion complète. Là, le patient a vu que pendant l'opération, il avait une fonction complète du doigt et ça lui reste pour lui gravé dans sa mémoire. C'est un objectif à atteindre que le kiné va l'aider à obtenir. Alors, vous voyez un autre cas ici d'une double arthroplastie. Alors, vous voyez, le troisième doigt, il a un petit peu de travers parce que c'est un patient qui avait une très grosse déformation. Pardon, hop, très grosse déformation et la prothèse a été mise sur le troisième doigt. La déformation était un peu difficile à corriger, mais le patient ne s'est pas plus désaxé ensuite et l'index, lui, donnait ce bon résultat fonctionnel avec, comme vous le voyez, les petites images péropératoires. Alors après, on peut mettre une petite attelle. Moi, j'en mets pas. Je rééduque, j'ai confiance dans mes sutures, dans mes réparations ligamentaires quand j'en fais. Je fais une syndactylie et là encore, la kinésithérapie est essentielle pour le résultat. Alors justement, Gilles, quels sont ces résultats? Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces prothèses? Alors, merci Christian. Je ne vais pas réussir à parler aussi vite que toi, mais c'est déjà pas mal. Avant, j'ai bougé le truc. Alors, en termes de résultats, je reviens juste un peu sur l'anatomie en fait, de cette articulation interpharyngène proximale. En gros, c'est 30% de la mobilité fonctionnelle du doigt. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que lorsque vous faites un geste, vous sollicitez votre articulation interpharyngène proximale à 30%, ce qui est pas mal. En revanche, en termes de mobilité, c'est une articulation qui est assez mobile, c'est-à-dire que vous pouvez aller entre 0 et jusqu'à 100, 110, 120 degrés parfois. Mais d'un point de vue fonctionnel, si vous voulez avoir une fonction qui est normale, ce n'est pas indispensable d'avoir 110 degrés de flexion. Et si vous avez un arc fonctionnel de 60 degrés, c'est-à-dire que si vous êtes à peu près entre 30 degrés de flexum et 90 degrés de flexion, globalement, vous aurez une fonction qui sera plutôt satisfaisante. Donc là, c'est important de savoir ça pour bien analyser justement les résultats et surtout pour bien apprécier ce qui va être satisfaisant ou pas pour les patients. L'autre problématique de cette articulation, c'est une articulation qui, comme la trapézomie métacarpienne, est soumise à des grosses contraintes mécaniques, ce qui va justement poser problème dans les prothèses que nous allons mettre en place, notamment sur leur fixation et sur leur stabilité par rapport à ces contraintes. Alors, d'un point de vue anatomique, je vous rappelle justement l'ensemble des structures ligamentaires et tendineuses qui participent à la stabilisation de l'articulation. On a en avant la plaque palmaire, sur les côtés les ligaments latéraux, et puis sur la partie dorsale, toute la capsule dorsale avec l'appareil extenseur qui vont contribuer ensemble à stabiliser cette articulation. Ce qui est important parce que nous, pour chirurgiens, il va falloir qu'on prenne en considération, suivant l'implant que l'on va mettre en place, de l'ensemble de ces éléments anatomiques pour savoir d'une part quel implant utiliser et à quel moment, et puis pour pouvoir après aussi tout reconstruire pour assurer à l'implant que nous allons mettre en place une certaine stabilité, notamment vis-à-vis des contraintes qui vont venir par la suite. Alors, j'ai mis sur cette diapositive « Restons objectifs ». En fait, je voulais mettre presque « Restons honnêtes ». Quand je vous dis « Restons honnêtes », c'est que je vais être un peu moins optimiste sur ces implants que l'on met en place par rapport à ce que on vous a montré tout à l'heure sur l'articulation trapézo-métacarpienne, sur la rhizarthrose, où les résultats sont quand même relativement exceptionnels. Là, pourquoi? Parce que vous voyez sur cette vidéo que j'ai mis plutôt en noir et blanc parce que je n'avais pas envie de choquer tout le monde, on peut présager d'une mobilité qui va être excellente en post-opératoire, eu égard aux mobilités que le patient a en péropératoire. Là, c'est un implant modulaire que j'ai mis en place. Et ben, je ne peux pas présager, lorsque j'ai ça en péropératoire, que le patient post-opératoire, il aura ce type de mobilité. C'est ça qui est un petit peu, on va dire, contrariant dans ce type de pathologie. Et c'est pour ça qu'il faut savoir être prudent dans ces indications, bien discuter avec les patients et bien être assez prudent, notamment sur les objectifs de résultats que l'on veut avoir, notamment avec lui. Parce qu'il n'est pas rare qu'en péropératoire, on obtienne des mobilités, comme je vous l'ai montré, qu'en post-opératoire, le patient ne puisse pas fléchir au-delà de 60 degrés. Mais globalement, quels sont les résultats de toutes les séries qui ont été publiées par rapport aux différents implants que nous mettons en place? Alors, comme vous avez vu, en gros, il y a deux grands cadres pour ce type d'implant. On a les implants en silicone, qui sont les implants, on va dire, les plus anciens, les utilisés, 1968, nous disait Christian par rapport à l'implant de Swanson qui a été inventé, et puis les implants un petit peu plus modernes, plus ou moins contraints qu'on utilise,
qui vont eux plus privilégier l'anatomie ou la physiologie du doigt. Et on va voir les résultats de ces différents implants et quand est-ce qu'on peut les utiliser par rapport à quelle situation. Alors, l'implant de silicone, qui est l'implant ancestral, 1958, ça fait 50 ans qu'il a été mis en place et il a été extrêmement peu modifié. C'est un implant qui est bien, comme le disait Christian, il l'utilise beaucoup et moi aussi je l'utilise encore parce qu'il a une excellente tolérance mécanique et il a finalement un bon résultat fonctionnel. Pour rappel, je vous avais dit que d'un point de vue fonctionnel, on a besoin d'un arc de mobilité de 60 degrés. Et ben, en moyenne, l'implant de silicone va apporter au moins 45 degrés de mobilité aux patients. Et donc, d'un point de vue fonctionnel, c'est assez intéressant, d'autant que les patients qu'on opère, ils sont souvent très raides, très douloureux. Et donc, d'obtenir 45 degrés, ils sont assez contents. L'avantage, c'est que c'est une technique qui est relativement simple. Vous avez vu, il suffisait de tunneliser un petit peu la phalange, la deuxième phalange, la première également, pour pouvoir mettre en place les petites pattes de silicone, interposer l'implant. Et les reprises de ces implants sont assez faciles, c'est-à-dire que pour retirer l'implant, comme il n'est pas fixé dans l'os, de le retirer, c'est finalement pas très compliqué. L'inconvénient de cela, c'est justement la stabilité intrinsèque de cet implant. Cet implant n'est pas fixé, donc il peut bouger, il peut se déformer, il peut des fois se luxer, donc ce n'est pas forcément de bon augure. Et puis la fragilité dans le temps, c'est-à-dire que dans le temps, il s'use, c'est du silicone, donc ça s'use dans le temps, ça peut se dégrader, et donc ça nécessite souvent des reprises au bout de quelques années. C'est pour ça qu'on a inventé donc, des prothèses qui étaient un peu plus anatomiques, un peu plus profilées, qui correspondent davantage à ce qui se fait aux membres inférieurs, au niveau du genou notamment, et qui ont tout de suite apporté des résultats fonctionnels qui étaient plus intéressants. Quand on regarde l'ensemble de la littérature, globalement, on peut retenir que ces implants-là anatomiques, qu'ils soient contraints ou non contraints, vont apporter un arc de mobilité fonctionnelle de 60 degrés, donc ce qui correspond à l'arc de fonctionnel dont on a besoin pour réaliser nos gestes de la vie quotidienne. L'avantage de ces implants, c'est qu'en plus, ils ont une bonne fixation osseuse, ils sont bien stables dans l'os, ils ne vont pas pouvoir partir comme ça, ils sont plus anatomiques, et donc aussi, a priori, beaucoup plus stables dans le temps. L'inconvénient, c'est qu'on a été justement... on s'est exposé en fait à des complications qu'on avait moins sur les autres implants, c'est-à-dire qu'on a eu des ruptures d'implants, notamment sur ces implants à charnière, et on a eu des adhérences en post-opératoire, comme je vous le disais, que l'on n'avait pas sur les implants de silicone, notamment ce doigt, vous voyez, en déformation en col de cygne, chez un patient à qui j'avais mis une prothèse modulaire et qui allait très très bien en péropératoire. Et donc les reprises de ces implants, quand il faut les reprendre, quand il faut les retirer, c'est beaucoup plus compliqué. L'implant est adhérent dans l'os, donc c'est très difficile à enlever, beaucoup plus difficile qu'un implant de silicone. Donc on a, en tout cas d'un point de vue anatomique, deux types d'implants en gros qu'il faut bien connaître. Ces implants charnières que j'utilise moins, que Christian utilise beaucoup plus que moi, et qui permettent donc justement de s'affranchir des problèmes ligamentaires lorsqu'on a des grosses déformations des doigts. C'est-à-dire que quand on a des grosses déformations des doigts, il faut penser que les ligaments ne sont pas très stables, et donc si on met un implant type modulaire, ça sera un peu plus compliqué. Et puis on a justement ces implants modulaires-là que moi j'utilise bien, sauf dans les grosses déformations de doigts, et qui permettent aux patients souvent d'obtenir des mobilités relativement satisfaisantes. Alors en résumé, les résultats de ces implants sont pour ma part très satisfaisants, en tout cas satisfaisants, mais ils restent encore perfectibles, et c'est ce qui est bien, c'est qu'on a une marge de progression, et qui ne sont à proposer que si le patient souffre d'une part de douleur, mais également de raideur, avec notamment un arc fonctionnel qui est moins de 60 degrés. Un patient qui vient me voir, qui a une arthrose et qui a des mobilités normales, moi je ne lui conseille pas la chirurgie parce que je ne peux pas lui garantir qu'il obtiendra 90 degrés de mobilité. Et en présence d'une grande déformation, j'aurais tendance à lui proposer soit un implant de silicone, soit un implant contraint. Et par contre, en absence de déformation, je suis plutôt favorable à des prothèses plus modulaires, plus anatomiques et non contraintes. Ah oui, ça c'était lorsque justement les grosses déformations avec une prothèse contrainte, et ça justement quand il n'y a pas de déformation, on met des prothèses qui sont plus modulaires. Alors on va parler justement maintenant d'une autre articulation qui est l'articulation interphalangienne distale, l'articulation du bout du doigt, et je vais vous montrer justement quel type de chirurgie nous pouvons proposer aux patients qui souffrent de ce type de pathologie. Alors, il faut savoir que c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente. La prévalence de cette pathologie est en constante augmentation, et si l'on regarde justement l'ensemble des séries, vous voyez qu'il y a plus de 50% de la population de 60 ans qui a une arthrose
de l'interstitiation interpharyngène distale. Donc, c'est extrêmement fréquent. On en connaît tous des patients, en tout cas des amis, de la famille qui souffrent de ce type d'arthrose. Et c'est embêtant parce qu'elle n'est pas forcément toujours gênante, mais ceux qui sont gênés, ils ont souvent justement toujours ce même sentiment d'abandon de la part des praticiens qu'ils consultent, parce que les gens leur disent, voilà, vous avez l'arthrose, c'est des boules, ça fait mal, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Et cela les contrarie d'autant plus qu'il y a une augmentation significative de l'invalidité qui a été recensée par rapport à ce type d'arthrose. Alors, comme on l'avait exposé au début, il y a un facteur de risque, bien sûr, à ce type d'implant. Il y a les facteurs de risque génétiques, avec un risque relatif qui est de 6 chez les patients jumeaux homozygotes. Les travailleurs manuels vont avoir aussi également plus tendance à développer ce type de pathologie, comme les sportifs de haut niveau, notamment les volleyeurs ou les basketteurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette articulation-là, un peu comme l'articulation interpharyngène proximale, c'est une articulation dite condylienne, c'est-à-dire monoaxiale, flexion-extension, avec un arc de mobilité qui est important également, entre 0 et 80 degrés. Mais elle, contrairement à l'articulation interpharyngène proximale, lorsque vous faites un geste, vous allez solliciter cette articulation seulement à 5%. Ça veut dire qu'en gros, cette articulation, elle ne sert pas à grand-chose. Donc, si bien que cela va justement nous permettre de nous orienter dans notre schéma thérapeutique, justement en essayant d'expliquer aux patients que s'ils n'ont pas une grande mobilité sur cette articulation, ce n'est pas très, très, très grave, parce que justement, au contraire, ils pourront faire beaucoup d'activités dans leur vie. D'ailleurs, souvent, chez ces gens-là, comme je vous le disais, la fonction, on connaît tous des patients de la famille qui ont ce type d'arthrose, et la fonction, elle est souvent préservée, d'autant plus que même si les gens ils ont des désaxations de cette articulation, elle est préservée parce que cette désaxation, cette déformation de l'articulation, elle s'efface en fait en quelque sorte lorsqu'ils se mettent en flexion de doigt. Et donc finalement, dans les gestes de prise en flexion de doigt, les gens ne sont pas forcément toujours gênés s'ils ne sont pas douloureux. Alors c'est un diagnostic qui est très facile. Les gens sont donc plus ou moins douloureux. Ils vont être plus ou moins gênés. C'est surtout la douleur qui va en fait conditionner la gêne du patient. Et puis surtout ces déformations importantes avec notamment la présence de nodules qu'on appelle des nodules d'Eberden, et qui va conduire progressivement, en tout cas avec les déformations, à l'apparition d'une raideur. Alors, on va avoir deux grands schémas thérapeutiques pour ce type de pathologie. Un schéma qui va être un schéma un peu plus cosmétique, qui s'appelle le lifting du doigt, et un schéma qui va être un peu plus thérapeutique, lorsque notamment les patients sont douloureux. Le traitement esthétique, alors, c'est pas très, très souvent effectué, mais en tout cas, c'est très souvent demandé par les patients. On a souvent des patients qui viennent nous voir pour demander de leur retirer leur bosse de doigt parce que c'est disgracieux. C'est des choses qui peuvent se faire. Elles peuvent se faire au moyen de petites résections de ces petites boules-là, qui sont des petites boules d'ostéophytes, c'est-à-dire des petites boules de cartilage. On prend des petites fraises et on arrive à émonder ces petits morceaux de cartilage. Pareil, au niveau de la peau, on arrive aussi à entraîner une espèce de lifting pour pouvoir faire des choses un petit peu plus jolies. Il faut savoir que quand même, moi, je n'ai pas tendance à recommander ce type de chirurgie parce qu'elle n'est pas dénuée de complications. On peut abîmer un petit peu l'appareil extenseur, on peut majorer un petit peu l'arthrose, même si il faut reconnaître que souvent, on peut avoir quand même des bons résultats, notamment des bons résultats cosmétiques sur ce type de chirurgie. Par contre, le grand axe thérapeutique de l'articulation, enfin de l'arthrose de l'articulation interpharyngène distale, c'est justement ce qu'on appelle l'arthrodèse de l'articulation interpharyngène distale. Donc, le traitement consiste donc à aller faire fusionner cette articulation. Alors, ça fait un peu peur aux patients. Justement, il faut leur expliquer que ce n'est pas grave, qu'encore une fois, que d'un point de vue fonctionnel, cette articulation ne rentre en compte que dans 5% du geste. Donc, ce n'est pas très grave d'aller fusionner cette articulation. C'est extrêmement bien toléré par les patients. Et il y a plusieurs techniques qui sont décrites. Je ne vous ai pas toutes décrites. Je vous ai montré celle que nous on utilise, nous, le plus facilement. C'est qu'on met souvent une mise en compression axiale de l'articulation par une vis en compression qui a l'avantage d'être relativement bien tolérée et surtout de ne pas entraîner d'immobilisation des patients après intervention. Ils peuvent tout de suite, dès les jours qui suivent, utiliser la main. Moi, j'ai tendance aussi à proposer dans certains cas des petites arthrodèses un petit peu, non pas en extension, mais en flexion. Elles sont un petit peu moins esthétiques visuellement quand on le regarde, mais elles peuvent être plus fonctionnelles. Et ce que je dis aux gens, ce que je deal entre guillemets avec eux avant l'intervention, c'est que, vous voyez, on reproduit une angulation et puis les implants que l'on met peuvent justement nous permettre d'apporter l'angulation très précise avec laquelle on s'était mis d'accord avec le patient. Et ce que je dis aux patients, moi, je leur mets une attelle systématiquement avant l'intervention chirurgicale, une attelle qui est modulable, et je leur demande de voir dans quelle position ils sont plus confortables, ils sont mieux dans la réalisation des gestes. Et je vous ai mis exprès en fond d'écran
un pianiste, parce que typiquement, le pianiste, si vous le mettez en extension, il ne sera pas forcément bien, alors qu'il vous donnera davantage de flexion. Alors, merci Gilles. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat avec cette chirurgie? Gilles l'a abordé un petit peu, je vais aller vite, et notamment sur les aspects du besoin du patient. Ça, c'est vraiment essentiel. Il faut savoir ce que les gens veulent avant qu'on les opère pour éviter qu'ils soient déçus. Le lifting, j'en fais de temps en temps, et vous voyez cette patiente qui n'avait pas de douleur, mais qui était juste gênée esthétiquement, il y a quand même une amélioration par rapport à la situation préopératoire. Et les gens sont plutôt satisfaits, mais c'est assez long pour obtenir un résultat. Parfois, c'est plusieurs mois avec des soins locaux, anti-inflammatoires par exemple. Et puis, ça peut récidiver parce que l'arthrose sous-jacente, elle est toujours présente. Donc, ça reste des indications limitées. Alors, Gilles n'a pas parlé des prothèses parce que c'est rarissime. Moi, j'en ai fait de temps en temps, plutôt chez des musiciens, une harpiste là qui voulait pas d'arthrodèse parce que ça allait changer son toucher de corde et qui voulait simplement garder la mobilité. Ces petites prothèses, comme vous le voyez, sur le 4e doigt, ça a donné une bonne flexion. Sur le 5e, on est quand même très proche d'une arthrodèse, c'est-à-dire qu'elle est quand même restée très raide. Mais bon, elle était satisfaite parce qu'elle avait gardé sa capacité fonctionnelle au moins sur un doigt. Mais ces prothèses, quand on les met, elles sont difficiles à mettre, c'est tout petit, et elles ne durent pas forcément très très longtemps. Mais voilà, c'est un outil thérapeutique qu'il faut connaître. Alors, comme vous l'a dit Gilles, le gold standard, c'est l'arthrodèse. Il y a plusieurs façons de faire, mettre des broches, mettre des vis, mettre des agrafes. Et effectivement, on peut obtenir de bons résultats avec une très bonne capacité fonctionnelle. Ça modifie un petit peu la pince entre le pouce et l'index et le 3e doigt lorsque l'on fait ces arthrodèses sur l'index et le majeur. Et les gens s'habituent. Les risques sont limités, mais il peut y avoir des problèmes. C'est distal, il n'y a pas beaucoup de graisse pour recouvrir tout ça. On peut avoir des nécroses cutanées. C'est souvent quand il y a des broches qu'on fait un peu des va-et-vient et quand on met une petite attelle dorsale un peu contrainte. On peut avoir des pseudarthrodèses, c'est-à-dire des défauts de fusion osseuse. Ça, c'est ennuyeux et c'est plus fréquent dans la littérature avec les broches ou avec certaines agrafes qui sont très exigeantes pour être mises en place, mais qui fonctionnent très bien, mais il faut bien les mettre. Voilà, c'est tout. La chirurgie, il faut la faire bien, ça marche mieux. Et puis, de temps en temps, il y a des raideurs de l'articulation au-dessus, surtout si les patients ont été immobilisés. C'est pour ça que la technique de l'arthrodèse IPD que vous a montré Gilles avec une petite vis, moi, je ne les immobilise pas. J'utilise cette technique essentiellement. Là, c'est une série de 218 arthrodèses IPD où j'ai eu 98% de bons et très bons résultats parce que j'avais demandé aux patients avant, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, ce qu'ils voulaient. Et donc, j'ai fait ce qu'ils voulaient et pas ce que moi, je pensais bien. Et c'est pour ça que les gens sont contents. Et ça reste quand même des indications limitées pour des patients qui viennent souvent pour plusieurs doigts, d'ailleurs, ou qui viennent pour un doigt, puis qui, quelques années après, reviennent pour un autre. Moi, j'ai quand même eu un cas de pseudarthrodèse avec une vis sur un os qui était très, très mou, mais je n'ai pas eu besoin de la réopérer. On a eu une petite attelle et ça a suffi. Et j'ai quand même une patiente qui est toujours restée gênée entre le pouce et l'index pour saisir des petits objets. Elle n'a jamais réussi à s'adapter. Mais enfin, sur 200, ce n'est pas beaucoup. Et de temps en temps, il peut y avoir des petites dystrophies parce que c'est des endroits très distaux où il n'y a pas beaucoup de gras. Et de temps en temps, il y a des petites nécroses de la graisse sous-cutanée. Et on peut avoir, les gens viennent pour des boules et une déformation du doigt, il peut avoir un petit sillon. Alors, ça n'a pas entraîné pour autant une grande insatisfaction parce qu'ils sont contents quand ils ont plus mal et que le doigt est redressé, mais voilà, il faut le savoir. Alors, l'avantage de la méthode avec la vis, c'est qu'il n'y a pas d'immobilisation et les patients utilisent la main tout de suite. On leur demande simplement de ne pas faire d'efforts pendant le temps de la fusion osseuse, c'est-à-dire 4 à 6 semaines. Et par contre, comme on passe par la pulpe du doigt, ils ont souvent des petites douleurs à l'appui. Pour les musiciens, les pianistes notamment, ça peut être gênant pendant parfois plusieurs semaines, ce qui fait de temps en temps préférer les petites agrafes. Alors voilà, on a fait le tour un petit peu de ce qu'on peut vous montrer en tant que chirurgien sur les grandes lignes de l'arthrose des doigts. Gilles va conclure cette présentation. Alors, en conclusion, ce qui était important de dire, c'est globalement, et je crois que Christian l'avait d'ailleurs très bien dit en introduction, beaucoup de ces arthroses digitales sont en réalité très bien tolérées par les gens. Très, très bien tolérées par les gens, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de la population qui ont ces arthroses-là, qui ne se plaignent de rien. Ce n'est pas forcément très joli, mais en tout cas, ils ne sont pas douloureux. Mais quid des autres? En fait, c'était ça, quid des autres? Et je crois que vous avez compris que le fil conducteur de l'ensemble de ce cours, c'était de vous dire, arrêtons avec les anciennes idées, enfin les idées reçues, avec les rhétoriques classiques que je vous assure, on entend chaque semaine en consultation.
les patients qui viennent nous voir en nous disant « mon médecin, mon copain, je ne sais pas qui », en tout cas souvent les médecins nous ont dit « c'est la vieillerie, il n'y a rien à faire, c'est la vieillerie, il n'y a rien à faire », alors qu'on a une palette thérapeutique extrêmement large du traitement médical qui avait été bien exposé initialement jusqu'au traitement chirurgical qu'on a essayé de vous montrer. Et justement, quand j'ai préparé ces topos ces derniers jours, j'ai eu une pensée émue pour cette vieille pianiste qui était venue me voir. Alors, elle a eu, la pauvre, elle n'avait pas eu la fin de carrière qu'elle méritait parce qu'elle était pétrie de douleur, parce qu'elle avait des arthroses déformantes qui étaient devenues insupportables. Elle avait été essayée, comme vous pouvez imaginer, tout type de traitement possible et imaginable. Il faut savoir que ces gens-là, c'est un peu compliqué parce qu'ils adaptent leur façon de jouer, les musiciens professionnels, en fonction de leur déformation, et ils trouvent des équilibres relativement improbables. Et si on modifie ce schéma corporel, si on modifie cet équilibre, ça peut complètement modifier leur toucher et ça peut complètement modifier leur ressenti de leur musique. C'est extrêmement compliqué. D'autant plus que souvent, ces patients-là, ils ont plein de médecins différents, ils ont plein de chirurgiens différents qui donnent chacun un avis différent, donc c'est toujours un peu compliqué. Et je me rappelle, cette dame était venue me voir un jour en me disant « Docteur, j'arrive plus à jouer et je suis malheureux, je suis malheureuse ». Alors, j'ai malheureusement pas réussi à récupérer sa radiographie, mais elle avait une arthrose monstrueuse de l'ensemble de ses doigts, de ses segments digitaux, et notamment elle avait une articulation interphalangienne qui était à 90 degrés. Et je lui ai mis, donc, comme je l'avais dit, une arthrose déformante. Donc, comme je vous le disais, je lui ai mis un implant de Swanson, ou Spacer, qui a plutôt bien fonctionné. Je peux vous assurer, et je pense que Christian il est comme moi, quand on les voit débarquer à nouveau et qu'ils viennent avec un petit sourire en coin en nous disant « enfin, j'ai rendez-vous avec Beethoven », on est content de pouvoir leur permettre de rejouer et à nouveau de pouvoir vivre de leur passion. J'ai eu aussi une pensée pour cet agriculteur qui venait d'un coin un petit peu improbable près d'Auxerre, qui, pareil, ça y est, ces travailleurs forcenés, ces gens qui se lèvent tôt, qui travaillent dur et qui ne se plaignent jamais, en fait, et qui viennent nous voir uniquement quand ils n'y arrivent plus. Et pareil, il avait fait un parcours de beaucoup de médecins qui lui avaient dit écoutez, il n'y a rien à faire sur votre arthrose. Et ce patient-là, il venait nous voir en me disant mais écoutez, moi, mon travail, c'est ma vie. Comment je vais faire nourrir ma famille? Comment je vais pouvoir vivre? Et quand je regardais ces radiographies, il n'avait in fine qu'une petite arthrose, enfin une arthrose érosive destructive de l'interphalangienne distale. Et il me suffisait tout simplement de mettre un vissage en compression pour lui permettre à nouveau, quelques semaines plus tard, de pouvoir à nouveau s'occuper de ses bêtes et à nouveau cultiver ses champs, si vous voulez. Donc, il ne faut pas les laisser tomber, ces gens-là. Et puis, j'ai une pensée aussi, à chaque fois, pour tous ces gens que l'on voit tous les jours, qui nous disent « j'arrive plus à boutonner ma chemise, j'arrive plus à mettre… j'ai une angoisse quand je rentre chez moi pour pouvoir mettre les clés dans une porte, j'arrive plus à jouer de mon instrument, j'arrive plus à soulever une poêle, à faire du bricolage ou à faire n'importe quel geste anodin de vie quotidienne. » Et donc, en fait, notre discours, et en tout cas mon mot final, il était là-dedans. Ces gens-là, en fait, ils ne peuvent plus faire ça parce qu'ils ont mal à cause de leur pouce et qu'ils ont juste tout simplement des rhizarthroses, on va dire, plus ou moins banales. Il suffirait tout simplement de mettre en place des petits implants que l'on met en place. Enfin, et pour paraphraser nos patients, là, j'ai marqué de magie fonctionnelle parce que c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit c'est de la magie, c'est incroyable. On a notre pouce qu'on a oublié alors même qu'on ne pouvait plus du tout faire l'ensemble de ces activités. Donc voilà, moi, mon message, c'était là. Les mains, pour nous, c'est un organe, comme le foie, comme le cœur, comme le cerveau, c'est un organe. Et ça fait partie d'une part, enfin, c'est une part de notre identité en quelque sorte. Et moi, ce que je dis à mes patients, alors j'exagère peut-être un peu, mais je ne trouve pas tant que ça. Je leur dis, vos mains, c'est votre liberté. C'est ce qui va permettre de faire une activité musicale, qui va vous permettre de créer, qui va vous permettre de dessiner, qui va vous permettre de construire, qui va vous permettre de bâtir, qui va vous permettre d'avoir… de sentir les choses, et il ne faut pas priver les gens et les patients de leur liberté. Et voilà, c'était tout simplement le message qu'on voulait faire passer, je crois. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, effectivement, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout.